Thank you very much, Thomas, for this very kind introduction. And I want to thank the Center, of course, for being able to organize this seminar given the climate situation in Washington. C'est toujours difficile dans ce type de situation de faire plaisir à tout le monde. Donc je sais que je vais satisfaire une partie de la salle et ne pas satisfaire une autre partie de la salle en passant au français. Comme le disait Thomas, je suis le directeur pour l'Afrique centrale d'International Crisis Group. Je suis basé à Nairobi où se trouve notre bureau Afrique. Et mon propos aujourd'hui, et je vais essayer d'être le plus rapide possible pour que nous ayons le maximum de temps pour des discussions et pour essayer de répondre à vos questions et à vos interrogations. Mon propos aujourd'hui ne va pas être vraiment sur le SSR, etc., mais sur ce qu'il n'est pas en Afrique centrale et sur les conditions de son succès. Je vais explorer un peu le concept, comme le disait Thomas, mais dans le contexte Afrique centrale et en le liant aux questions de sécurité, aux défis de sécurité qui concernent l'Afrique centrale actuellement. Alors, j'ai travaillé sur le SSR depuis le début de ce siècle, à peu près essentiellement dans un contexte africain. Et comme vous le savez, il y a une littérature qui est absolument immense sur le SSR. Vous avez évidemment des guidelines des Nations Unies, des guidelines de l'Union africaine, des guidelines d'à peu près toutes les organisations régionales africaines. Et actuellement, si mes calculs sont bons, sur 14 programmes SSR soutenus par les Nations Unies dans le monde, 12 concernent l'Afrique. 12 concernent l'Afrique. Donc c'est dire que l'Afrique est en ce moment le terrain privilégié pour le SSR. En Afrique centrale, pour en venir immédiatement à la région, il y a trois programmes principaux qui sont en cours, ou qui étaient en cours. Un au Burundi, qui a commencé il y a longtemps, puisque la réforme du secteur de sécurité au Burundi faisait partie des accords d'Arusha de 2000. Parce que très rapidement, il y a eu un engagement d'un groupe de donateurs pour soutenir cette réforme et qu'il y avait un mécanisme de coordination mis en place à Bujumbura pour cela. L'autre pays où il y a une réforme de secteur de sécurité, où il y avait une réforme du secteur de la sécurité, c'est un pays qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est la Centrafrique. Puisque là, une réforme avait été lancée à partir de 2007, soutenue conjointement par le PNUD, par les Nations Unies et par l'Union européenne, qui avaient mutualisé leurs ressources en quelque sorte et essayé de soutenir les efforts de réforme du secteur de la sécurité en Centrafrique. Réformes qui, comme vous le savez, n'ont pas été tout à fait couronnées de succès. Et puis l'autre pays où on a beaucoup parlé de réforme du secteur de la sécurité en Afrique centrale, c'est évidemment la République démocratique du Congo, sur laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années, où là il y a eu dès 2006, dès l'élection du président Kabila, beaucoup d'efforts et beaucoup de discussions sur le SSR, avec un engagement très fort des partenaires, notamment de l'Union européenne, qui a déployé deux missions, une mission police et une mission militaire pour assister la réforme du secteur de sécurité, et puis un certain nombre de partenaires étrangers qui ont fait des formations militaires en RDC, que ce soit les États-Unis, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Chine, etc. Et donc là aussi, avec un engagement important des partenaires extérieurs, avec beaucoup de plans qui ont été conçus pour réformer aussi bien la justice, la police que l'armée, mais là aussi avec un résultat qui est pour le moins mitigé. Et donc l'état de la réforme du secteur de la sécurité en Afrique centrale est pour l'heure quelque peu stagnant. Il y a eu un certain nombre de réformes unilatérales, réformes de l'armée dans un certain nombre de pays d'Afrique centrale, mais rien qui s'appelle la réforme du secteur de sécurité, c'est-à-dire quelque chose de global qui concerne toutes les institutions de sécurité en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans les trois pays que je viens de nommer ?
En Centrafrique, et la situation actuelle est la malheureuse et tragique illustration de ça, le SSR a été avorté. À partir de 2009-2010, les partenaires extérieurs ont compris que le gouvernement n'était pas intéressé et bloquait les efforts de SSR. Et par conséquent, ils se sont progressivement désengagés. Et les derniers événements du mois de mars de cette année ont montré l'effondrement complet des services de sécurité centrafricains qui se sont en quelque sorte évanouis complètement. Et maintenant, il n'est plus question d'armée centrafricaine. Elle est maintenant complètement fantomatique. En ce qui concerne la RDC, il y a eu une vraie demande de la part des autorités congolaises de capacity building, donc de renforcement de capacité et d'équipement des services de sécurité. Mais il n'y a pas eu de vraie demande pour une réforme du secteur de la sécurité, c'est-à-dire pour une transformation structurelle du système de sécurité en RDC. En ce qui concerne le Burundi, le SSR est un processus qui a été mené assez loin, mais qui est encore pour l'heure partiellement inachevé. Si la restructuration de l'armée burundaise s'est bien passée et a produit des effets assez satisfaisants, et on peut voir maintenant que le Burundi a été capable de projeter ses forces militaires dans le cadre d'une opération de l'Union africaine en Somalie. En revanche, la réforme de la police et de la justice se sont révélées beaucoup plus problématiques et sont en fait à la traîne par rapport à la réforme de l'armée. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a en quelque sorte cet écart entre les efforts qui ont été faits et la réalité? Je crois que pour comprendre ça, il faut faire un détour par les conditions ou les préconditions du succès d'un SSR et également faire un détour par les malentendus qui entourent le SSR en Afrique centrale. En ce qui concerne les conditions de succès du SSR, je crois qu'il y en a environ 5 ou 6. Et elles expliquent en quelque sorte pourquoi on est un peu en situation d'attente encore en Afrique centrale en matière de SSR. La première de ces conditions, c'est probablement que le pays ne soit pas encore engagé dans un conflit, ne soit pas encore le théâtre d'un conflit, parce que évidemment dans ce type de situation, toute l'attention des dirigeants, qu'ils soient politiques et militaires, consiste à avoir une force ou des forces de sécurité capables de faire face à ce conflit. Donc ce n'est pas le moment dans ce type de situation, on a peu d'attention à consacrer à des réformes structurelles, à des réformes de gouvernance de l'appareil de sécurité. Première condition. Deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un engagement des donateurs sur le long terme. Engagement en termes d'expertise, également engagement en termes financiers, etc. Et comme vous le savez, très souvent, les donateurs sont sur des perspectives plutôt de court terme ou de moyen terme. Troisième condition de succès, qu'il y ait une coordination à la fois interne et externe très forte. Interne, c'est-à-dire au sein des autorités du pays concerné, autorités civiles et autorités de sécurité, évidemment, et une coordination aussi structurée parmi les donateurs, parmi les partenaires extérieurs qui sont engagés dans la réforme du secteur de sécurité. Dans ces deux domaines-là, il y a encore beaucoup de progrès à faire et on pourra en discuter en fonction des différents pays pour mettre en évidence des similarités en ce qui concerne ces déficits de coordination interne et externe. Quatrième condition du succès, il faut bien sûr qu'il y ait un consensus politique très fort dans le pays autour du principe d'une réforme du secteur de la sécurité, c'est-à-dire qu'il y ait la reconnaissance dans la classe politique qu'il y a une vraie nécessité à réformer l'appareil de sécurité.
Il faut qu'il y ait également un consensus institutionnel, c'est-à-dire que les personnes qui dirigent l'appareil de sécurité aient aussi conscience de ce besoin et qu'il y ait un dialogue entre les politiques et les responsables de services de sécurité sur cette réforme. Et là aussi, souvent, on a trop l'impression que la réforme est décidée par les politiques, par exemple, uniquement, et après imposée sur les appareils de sécurité. Enfin, dernière condition de succès, à mon sens, il faut qu'il y ait un engagement très substantiel de la société civile. Parce que, évidemment, cette réforme, l'objectif ou le cœur de cette réforme, c'est la sécurité des citoyens du pays concerné. Et par conséquent, il faut que la société civile, qui représente ces citoyens, fasse partie de la discussion et fasse partie aussi du consensus. Alors ça, ce sont pour les 5 ou 6 éléments qui, à mon avis, sont les conditions de réussite d'une réforme. Je crois qu'il faut également faire un détour par les malentendus qui obscurcissent l'idée de réforme du secteur de la sécurité actuellement. Le premier malentendu qu'il faut dissiper, c'est qu'évidemment, la réforme du secteur de sécurité n'est pas le renforcement des capacités de l'armée, de la police ou de la justice. Ça, c'est ce qui renvoie à l'ancienne coopération, que ce soit la coopération militaire ou la coopération policière, telle qu'on l'a pratiquée dans le temps. Et par conséquent, ça n'a pas de point commun avec le concept de SSR que vous connaissez. Mais très souvent, les pays sont en demande uniquement de renforts de capacité et pas de réformes structurelles. L'autre malentendu qui est important de dissiper, c'est que la réforme du secteur de sécurité ne consiste pas à répliquer ou à copier les institutions de sécurité dans les pays occidentaux. Pendant longtemps, ça a été une tendance un peu historique, mais il faut au contraire se baser sur les problèmes de sécurité propres aux pays concernés, et non pas ceux que les pays occidentaux ont dû affronter. Et pour prendre un exemple sur un sujet de sécurité qui concerne la région, si on prend les problèmes de sécurité liés au pastoralisme dans la zone sahélienne, et dans la zone Tchad, Centrafrique, etc., il va de soi que ces problèmes de sécurité ne peuvent pas être réglés par des institutions occidentales telles que la police ou la gendarmerie, mais requièrent d'autres approches. Même si la gendarmerie a été historiquement créée par Napoléon pour contrôler les zones rurales en France, on voit bien que ce n'est pas la bonne réponse aux problèmes de sécurité liés au pastoralisme dans la région sahélienne. Un autre malentendu qu'il faut dissiper, c'est que très souvent il y a une militarisation du SSR. Il y a une militarisation, il y a une dérive à la militarisation du SSR, c'est-à-dire que très souvent, la question de la réforme de l'armée finit par absorber l'ensemble du SSR et l'essentiel des ressources, par exemple, sont dirigées vers la réforme de l'armée au lieu de les diriger vers les autres institutions. Et on voit ça, par exemple, on voit ce problème d'une vision trop militarisée du SSR émerger avec le problème de l'insécurité dans le golfe de Guinée, par exemple. C'est un problème qui concerne plusieurs pays représentés aujourd'hui, puisque depuis que ce problème émerge, la première réponse des États côtiers a été souvent de découvrir qu'ils avaient une capacité navale ou une capacité de garde-côte extrêmement limitée, et donc de vouloir renforcer cette capacité et de construire soit des garde-côtes, soit une marine. Mais le problème de l'insécurité maritime et le problème de la piraterie en général, même si ce sont des crimes commis en mer, se trouvent à terre. C'est-à-dire que la source du problème et la source du problème à traiter se trouve à terre. Et évidemment, là, ça devient une question de police, ça devient une question de justice, et donc ça devient, la réponse doit être beaucoup plus large
qu'une simple réponse marine ou qu'une simple réponse militaire. Et je crois qu'il est très intéressant de voir que le Nigeria, qui depuis qu'il est confronté à ce problème, a intensifié ses actions navales dans le golfe de Guinée, le président nigérian a aussi demandé à l'Attorney General, à celui qui est en charge de toutes les poursuites au Nigeria, de mettre en place une équipe pour pouvoir poursuivre et mener des enquêtes sur les pirates qui viennent du Nigeria. Donc il y a aussi la vision qu'il faut, en plus de la réponse militaire, une réponse judiciaire appropriée à ce problème. Ceci me conduit à dire que le SSR, évidemment, ne peut pas être une réforme institutionnelle isolée. On ne peut pas faire d'une réforme de la sécurité toute seule. Elle fait partie d'un ensemble de réformes d'État qui sont extrêmement importantes. Il va de soi qu'il est inconcevable de réformer la police sans réformer la justice et vice-versa. Les réformes de la police et de la justice sont des réformes liées, parce que lorsqu'on modifie le travail que fait la police ou lorsqu'on modifie les missions de la police, cela va avoir un impact sur le travail que font les magistrats également. Et donc il est très important de penser les deux en même temps. Police et justice sont des réformes liées. Mais de même, il ne faut pas oublier la question des finances, va être une question clé, et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler durant ce séminaire. Il va de soi qu'il faut aussi penser la réforme du secteur de la sécurité avec la réforme des finances publiques. Vous savez tous que un des grands problèmes, évidemment, c'est le financement des appareils de sécurité dans les pays en développement, mais aussi dans les pays occidentaux. Et il y a eu notamment un exemple extrêmement malheureux que l'Europe est en train de réfléchir très sérieusement, qui a été la Grèce. Vous savez que la Grèce est un pays qui est maintenant en faillite en Europe. Et pendant très longtemps, la Grèce a sorti son budget de la défense du budget général de l'État. S'est engagé dans un certain nombre de dépenses qui dépassaient largement ses capacités financières de ce point de vue-là. Donc il est très important de penser aussi la réforme de l'appareil de sécurité avec la réforme des finances publiques et avec les capacités financières des finances publiques. Parce que, évidemment, le scénario du pire, ça consiste à dimensionner un système de sécurité sans en avoir la capacité financière. Le SSR aussi ne peut pas être fait, à mon sens, en dehors d'un mouvement de réforme générale ou un mouvement politique de réforme générale. Et c'est pour ça que c'est sans doute la réforme la plus politique qu'on puisse faire dans un État. Je crois que de nombreux processus de réforme du secteur de sécurité interviennent dans des phases post-conflit, c'est-à-dire dans des phases aussi où on essaye de démocratiser l'État, où on essaye de passer à une gouvernance démocratique. Et à ce titre-là, le SSR fait partie de cette transformation d'ensemble du système politique. Alors, qu'est-ce que devrait être en quelque sorte un SSR, ou quel est l'intérêt d'un SSR en général évidemment, mais dans le contexte plus particulier de l'Afrique centrale? Je crois qu'il y a essentiellement deux intérêts. Le SSR, premièrement, est un outil de state building. Il y a un certain nombre d'États en Afrique centrale, mais en Afrique plus généralement, qui ont encore une grande fragilité et une grande vulnérabilité. Ils sont confrontés à des sécessions sur leur territoire, à des mouvements sécessionnistes. Ils ont des problèmes pour imposer la souveraineté nationale sur l'ensemble de leur territoire. Et parfois, ils s'effondrent plus ou moins bruyamment. Et la Centrafrique, actuellement, nous donne l'exemple d'un effondrement complet qui s'est passé extrêmement vite sous la poussée uniquement d'une rébellion qui, finalement, se limitait à 5000 hommes. C'est ça qu'il faut comprendre.
Donc, face à ces situations de fragilité et de vulnérabilité, le SSR doit être un outil de state building. Il doit permettre d'avoir une appréhension plus globale et plus coordonnée de la sécurité dans le pays concerné. Et en fait, et je le dis parce que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont été dans des écoles militaires françaises et donc sont familiers avec le concept d'interarmes. Eh bien, en fait, le SSR, c'est le concept d'interarmes appliqué à l'ensemble du système de sécurité, c'est-à-dire aussi la justice, la police, les douanes et les services de sécurité. C'est l'idée de faire une réforme interarmes, en fait. En ce qui concerne je crois que l'autre intérêt essentiel pour l'Afrique centrale, c'est que le SSR peut être un outil de state building. Un certain nombre de pays d'Afrique centrale ont été en conflit, ont connu des guerres civiles, et par conséquent, comme vous le savez bien, très souvent, dans les accords de paix qui ont suivi ces guerres civiles, on a inclus une réforme des services de sécurité. Ça a été le cas dans l'accord d'Arusha au Burundi, ça a été le cas dans les accords aussi politiques en RDC, etc. etc. Et par conséquent, pourquoi est-ce qu'une réforme des services de sécurité ont été inclus dans ces accords? Pour faire en sorte que les anciens belligérants et ceux qui étaient au pouvoir puissent avoir un contrôle conjoint, si je puis dire, du système de sécurité. Donc, je ne veux pas revenir en détail sur certaines expériences, mais je crois que le Burundi a été un modèle dans ce domaine-là, où l'armée qui était dominée par une certaine catégorie de la population a été rééquilibrée considérablement, et ça faisait partie des accords de paix. Et donc, il est extrêmement important en termes d'agents de peace building, parce qu'il conduit à réviser, en fait, la fabrication sociologique des services de sécurité, qui dirige les services de sécurité, et évidemment la civilianisation de ces services de sécurité et leur obéissance au pouvoir politique. Et donc c'est un élément de peace building dans la mesure où c'est un élément qui implique une négociation politique très forte entre belligérants lorsqu'il y a eu des cas de guerre, mais parce qu'il implique aussi une refonte des institutions à l'intérieur d'un État donné, mais aussi une refonte de la relation entre la société civile et cet État. Un autre élément particulièrement important dans ces situations de post-conflit et où le SSR fait partie de l'agenda de la transformation, c'est évidemment le lien entre le DDR et le SSR. Puisque très souvent, et en tout cas il y a 10 ans, l'idée qui a été mise sur la table et qui a été appliquée dans beaucoup de pays a été de transférer ou de prendre les combattants d'un certain nombre de mouvements armés qui faisaient partie des guerres civiles pour les mettre dans les appareils de sécurité nationaux. Donc cette question, ce qui a été fait il y a 10 ans dans un certain nombre de pays, qui paraissait à cette époque une bonne idée, est maintenant remise en question. Et je crois que ça sera l'objet de débats pendant ce séminaire sur la pertinence ou non de transférer des membres des groupes armés dans l'appareil de sécurité nationale. En tout cas, c'est une question qui se pose de nouveau avec la Centrafrique en ce moment. Je crois aussi que le SSR peut être un outil extrêmement important pour permettre aux forces de sécurité des pays d'Afrique centrale de participer à des missions de maintien de la paix, qu'il s'agisse de missions de l'Union africaine ou des missions des Nations Unies, parce que ces missions maintenant doivent être, ce qu'on appelle des missions complexes, c'est-à-dire avec aussi une composante civile, une composante militaire, mais également une composante civile. Et par conséquent, par exemple, la MISCA actuellement, qui est en Centrafrique, est censée avoir une composante policière et gendarme de 1000 hommes, ce qui est significatif. Et la raison pour laquelle le SSR est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'il apprend à travailler en interarmes, il apprend à travailler avec les institutions aussi de sécurité civile. Et donc cela devient de plus en plus indispensable pour participer à ces opérations de maintien de la paix. Alors je voudrais prendre un exemple très rapidement pour conclure de success story d'un SSR pour comprendre en fait qu'est-ce qui a permis le succès.
Et évidemment, vu l'événement tragique de cette semaine, c'est vers l'Afrique du Sud que je vais me tourner. Parce qu'en Afrique du Sud, on a un exemple de SSR qui a réussi, qui a eu lieu dans les années 90, qui a pris environ 10 ans, mais qui a été un élément fondamental du peace building et de la transition pacifique de l'Afrique du Sud de l'apartheid à l'Afrique du Sud démocratique. Quelle a été la recette du succès du SSR en Afrique du Sud? 4 choses essentiellement. Premièrement, il faisait partie d'un processus de changement politique général, qui était la démocratisation de l'Afrique du Sud, qui était également la civilianisation du secteur de sécurité, puisque à l'époque de l'apartheid, l'ensemble du secteur de sécurité était sous l'autorité des généraux. Et donc là, on passait à un système beaucoup plus civil. Deuxième élément, ça a été le consensus entre la vieille garde des services de sécurité de l'apartheid et du nouveau pouvoir de l'ANC, consensus sur la nécessité de changer le système de sécurité. Troisième élément, une approche globale, où là on a changé tout ensemble, c'est-à-dire l'armée, la police et la justice. Et puis également un engagement très très fort de la société civile qui était déjà très engagée sur les questions de sécurité à l'époque de l'apartheid. Et donc tout ceci a permis la réorganisation du système de sécurité sud-africain, mais surtout une transition pacifique entre la vieille garde et l'Afrique du Sud démocratique. Donc pour finir sur trois points qui, j'imagine, seront débattus plus tard, et en tout cas j'espère que vous aurez beaucoup de questions. Je crois qu'il est extrêmement important de faire attention d'utiliser le SSR comme une opportunité pour repenser pas seulement le système de sécurité d'un pays, mais les problèmes de sécurité d'un pays, de les identifier clairement et après de reconstruire le système de sécurité de ce pays à partir de ces problèmes. Et pas à partir de visions qui viennent d'ailleurs, etc., mais à partir des problèmes de sécurité du pays. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il faut être, comme vous l'avez vu, les conditions, en règle générale, ces 5 ou 6 conditions ne sont pas réunies. C'est très rare qu'il y ait une coïncidence historique favorable qui permette la réunion de toutes ces conditions dans un pays. Et c'est pour ça qu'il faut être modeste et qu'il faut être progressif dans le SSR. C'est très très rare qu'on ait un alignement des planètes favorables qui permettent cette réforme. Et enfin, je crois qu'au-delà du SSR, stricto sensu, il y a une question de civilianisation des rapports de sécurité, des forces de sécurité, qu'il est important que l'armée ne soit pas utilisée pour faire un travail de police, un travail de sécurité intérieure, mais que certains équilibres soient remis en place et qu'on soit capable en fait de faire à la fois des changements du cadre juridique des secteurs de sécurité qui impliquent un changement des structures de pouvoir de ces systèmes de sécurité, qui impliquent eux-mêmes un changement des normes culturelles en ce qui concerne les rapports entre l'État et les services de sécurité, entre les citoyens et les services de sécurité. Voilà, merci beaucoup.